Pour introduire la solidarité immobilière, on va réintroduire les notions fondamentales que vous connaissez, qu'on a évoquées, et qui sont tout d'abord la dissociation de la propriété et de la gestion pour sécuriser et pérenniser. C'est une question qui revient souvent, puisqu'on se demande parfois, mais pourquoi ce ne serait pas plus simple que les OGEC soient propriétaires des locaux? D'abord, bon, vous le savez tous, notre patrimoine immobilier, il se situe dans un cadre qui est beaucoup plus large que le seul établissement, puisqu'en fait, il n'a jamais de finalité spéculative ou financière. Il a bien comme seule finalité de servir la mission éducative, qui est une mission d'église, hein, évidemment, qui fait partie des 3 missions d'un diocèse, avec les sacrements, l'apostolat. Donc c'est très important justement de dissocier la gestion et la propriété. Ça a toujours été comme ça a été très utile en 1981, parce que si jamais il y avait eu le grand service public laïque et unifié de l'éducation nationale, c'est la gestion des établissements qui aurait été nationalisée, ça n'est pas leur propriété. Bien évidemment, depuis cette date-là, le risque n'existe plus. En revanche, il y a un risque qui pourrait exister, qui est celui d'un établissement qui dévierait de son projet éducatif, et le fait de dissocier la propriété et la gestion est une vraie sécurité pour le caractère propre. Un établissement, par exemple, qui tout à coup déciderait de devenir lucratif, un fonds d'investissement chinois ou américain, qui voudrait justement récupérer un établissement, en faire une affaire financière et lucrative, en se disant, après tout, je prends un établissement élitiste en centre-ville, à Paris ou à Lyon, j'achète la propriété et la gestion, j'augmente de manière très considérable les scolarités et j'en fais une affaire lucrative. Le fait de dissocier propriété et gestion, c'est une vraie protection pour le caractère propre, car nous faisons toujours, dans les conventions immobilières qui lient le propriétaire au gestionnaire, référence à ce caractère propre. Et dans le cas que j'évoque, un gestionnaire qui dévierait du caractère catholique, on pourrait arguer de cette déviation pour engager des modalités de résiliation de la convention immobilière qui le lie à son propriétaire, que cette convention soit un bail, que cette convention soit un commodat, que cette convention soit une mise à disposition. Donc je pense que c'est très important de rappeler ce principe. La gestion économique et la propriété immobilière des établissements doivent être distinguées, notamment par le recours à des personnalités juridiques séparées et autonomes. Ces personnalités juridiques sont la plupart du temps des associations. Il y a bien entendu des exceptions dans l'enseignement catholique. Vous savez que nous avons quelques organismes de gestion qui sont des sociétés anonymes, souvent liées d'ailleurs à l'histoire de l'enseignement et à l'histoire des congrégations qui étaient expulsées au début du siècle et donc qui avaient créé des sociétés anonymes pour ne pas se faire déposséder de leurs biens. Les établissements catholiques sont la propriété très très souvent d'associations, voire peut-être de sociétés civiles immobilières. Je dis et je redis que c'est essentiel pour un gestionnaire, pour un OGEC, de connaître son propriétaire. Ça paraît une évidence. On trouve encore à l'heure actuelle des établissements qui ne connaissent pas leur propriétaire. Ça existe, hein. Il y a des établissements qui ont payé la taxe foncière depuis 15 ans. Tant mieux pour eux si ça continue, parce qu'un jour, ils pourront faire valoir la prescription. Mais c'est fondamental de connaître son propriétaire. Si ce propriétaire est une association, c'est fondamental de s'assurer que cette association a une existence juridique. Voilà. Alors, je voudrais un peu rappeler l'esprit de cet article 250, comme le disait Aurélien. Faites bien attention au mot, on dit bien distinguer. Et pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu, peut-être dans une même assemblée, distinguer, ça ne veut pas dire écarteler, ça ne veut pas dire indépendante dans l'esprit, mais distinguer dans la forme juridique, simplement par sécurité. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, le propriétaire doit être très loin, distingué et très loin de l'occupant, bien au contraire. Mais c'est simplement par sécurité, et je trouve que l'exemple que tu as donné, il est tout à fait plausible. Alors, distinguer, évidemment, tu as bien raison, il faut entretenir des liens avec son propriétaire. C'est d'ailleurs pour ça que dans nos statuts types, dans les nouveaux statuts types, le propriétaire est invité aux réunions de l'organe qui délibère notamment sur le programme prévisionnel des investissements.
Donc on pourrait imaginer, par exemple, que ce soit, pas tout à fait, mais presque les mêmes personnes qui siègent dans 2 instances différentes. Du moment que ce sont 2 instances différentes, on est protégé. Hein, mais qu'il n'y ait pas j'oserais dire, d'OPA terrible, avec une captation de l'immobilier, ce qui serait terrible. Monsieur, vous vouliez poser une question. Je ne sais pas si on le fait maintenant. Oui, ce sera peut-être plus interactif. Sur sol d'autrui, sans droit réel, véritable. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations? Alors, moi, ce que je pense des situations, de ces situations-là, Oui, c'est des OGEC qui engagent des lourds programmes d'investissement, de gros travaux, alors qu'elles n'ont pas de droit réel. Oui, la question était la suivante, excusez-moi. C'est que l'on voit en matière de financement un certain nombre d'établissements qui exploitent des sites dans le cadre de commodas ou de beaux commerciaux et qui se mettent non seulement à rénover, mais parfois à étendre les bâtiments et à construire. Et donc ils construisent sur sol d'autrui sans forcément d'avoir un droit réel juridique pour le faire. Et je voulais avoir votre avis. Alors, la difficulté en matière immobilière, c'est qu'il ne peut pas y avoir de programme systématique qui marche pour tous les établissements. Le principe systématique, c'est la distinction de la propriété et de la gestion. Un bon principe d'application, c'est que propriétaire et gestionnaire se connaissent et qu'il y ait entre le propriétaire et le gestionnaire une convention immobilière. Que cette convention soit un bail qui est forcément commercial, si ce n'est pas un bail amphithéotique ou un bail à construction. Que cette convention soit un commodat, que cette convention soit une mise à disposition. Ensuite, la politique des travaux justifie, selon celui qui sera le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qu'il y ait effectivement un droit. Et il faudra accompagner le projet au cas par cas. On ne peut pas dupliquer un principe. Donc selon le projet que vous allez avoir, selon la localisation, j'ai envie de dire, des moyens de financement, le choix de la convention immobilière, voire de la conduite du projet, sera différent. Selon que vous avez une association propriétaire qui a beaucoup de moyens et qui préfère engager elle-même tous les travaux et ensuite avoir la signature d'un bail avec un loyer au prix, pas du marché parce qu'on n'est pas dans des affaires spéculatives, mais à un prix raisonnable, c'est peut-être elle qui entreprendra les travaux. Dans d'autres cas, en revanche, vous aurez un cas où l'association propriétaire qui a permis le regroupement de la propriété a peu de moyens pour engager les travaux, où l'OGEC, au contraire, par exemple, porte un lycée technique et donc peut bénéficier de subventions de la région, alors que le propriétaire ne peut pas. On envisagera un autre modèle de convention immobilière. La manière de vous répondre, peut-être c'est malheureux, c'est qu'il n'y a pas de choix systématique, mais qu'en revanche, il y a un accompagnement au cas par cas. Et là, je redis ce que disait très clairement Sophie tout à l'heure. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous accompagner en tant que gestionnaire des locaux à la FNAGEC. On est là pour vous accompagner avec, il y a l'Union Saint-Pierre, Pierre Dufour qui est là, qui montre bien qu'on est là pour vous accompagner avec les propriétaires. On vous accompagne en lien avec le secrétariat général pour toute la dimension institutionnelle, pour faire le lien justement avec l'intervention de Michel d'avant, où tu as parlé de mise en place de mécanismes de solidarité. C'est ce sur quoi on veut arriver maintenant. Juste un bref rappel de la préoccupation. Je pense que c'est important tous les ans de se rappeler les grands textes qui ont marqué l'histoire de l'immobilier dans l'enseignement catholique. Alors c'est une préoccupation qui a commencé dès 1999. L'idée, c'était vraiment qu'on n'entretenait pas l'immobilier. La difficulté, c'est que l'immobilier n'est pas couvert par les contributions, par le forfait d'externat, par les forfaits communaux, puisque c'est une charge qui reste à la disposition des familles. Vous savez que les forfaits sont souvent insuffisants et qu'en fait, on ne peut pas finalement entretenir suffisamment l'immobilier. Donc il y a eu plusieurs périodes, dont une aussi en 2008, avec en avril 2009 une déclaration de la Conférence des évêques qui a repris la déclaration du Comité national de 1989 pour adapter le patrimoine immobilier. En 2011, il y a eu un vade-mecum qui a été fait par la Conférence des religieux et des religieuses de France et par la Conférence des évêques, qui est sur le patrimoine des instituts religieux. Ce vade-mecum, il avait été justifié par le fait qu'ici ou là, il y avait eu par des congrégations religieuses
parfois des ventes de biens immobiliers qui avaient pu soulever des difficultés. C'est vraiment l'idée de ce vade-mecum pour les établissements qui sont les vôtres et qui sont sous tutelle congréganiste. C'est pour entretenir de bonnes relations entre les congrégations et les diocèses dans la gestion du patrimoine immobilier. Ensuite, il y a eu en 2012 un texte de préconisation pour construire une politique immobilière de l'enseignement catholique. Dans ces préconisations, il y avait le rappel de 6 orientations. Une fois de plus, recenser l'immobilier et identifier les propriétaires. On ne cesse pas de le dire, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Sécuriser la propriété, nous l'avons rappelé là toute la matinée, c'est à ça que sert EasyBâti, c'est vraiment sécuriser la propriété en archivant les documents. Favoriser les regroupements de propriétés. L'Union Saint-Pierre est là pour accompagner ces regroupements. Qui dit regroupement de propriétés permet une meilleure organisation, donc permet un meilleur contrôle sur les petites associations. Soutenir les propriétaires, on va en parler tout de suite, puisque c'est soutenir les propriétaires, c'est mettre en place des mécanismes de solidarité, piloter l'immobilier, nous en avons parlé ce matin, mettre nos compétences en réseau, mettre les compétences en réseau, c'est pour ça aussi qu'on fait ces journées, pour que vous vous rencontriez, pour que les référents immobiliers se connaissent, pour que nous, on puisse faire votre accompagnement et pour que les uns et les autres puissent s'accompagner. Mettre les compétences en réseau, c'est aussi Isidore, c'est-à-dire quelqu'un dans un établissement, un attaché de gestion qui manie bien Isidore, puisse accompagner ses collègues qui connaissent moins bien pour remplir les documents. Et enfin, améliorer le financement des projets. Enfin, le dernier document, Benoît, tu vas nous en parler de manière un peu plus précise, ce dernier document que vous avez et qui rappelle notre souhait de vraiment développer une politique de solidarité dans l'enseignement catholique. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les débats parce qu'il nous faudrait plusieurs jours. Donc, je vais être très, très bref et synthétique, mais en 2016, à la demande de l'URSSEC, dont le secrétaire général est là présent avec nous, à la demande de l'URSSEC, s'est réuni un groupe au secrétariat général pour remettre un peu, on va dire, remettre un peu de lien et un peu de discours et d'écoute entre, d'un côté, des représentants des congrégations et puis les directeurs diocésains. Donc c'était un peu une opération, on m'a confié une opération, si pas commando, une opération pompier, qui très vite nous a amenés sur un groupe de travail pour parler des solidarités immobilières. Le constat, c'était qu'il y avait de grosses disparités entre les territoires. Quand je dis de grosses disparités, vous vous doutez de grosses disparités dans les financements des solidarités des territoires. Donc on pouvait demander sur un territoire 1 et demander 10 dans un autre. Alors les établissements, les chefs d'établissement discutaient ensemble, disaient « toi, ça te coûte combien la solidarité ?»« Ah, autant. Ah, moi, ça me coûte 10 fois moins cher. » Et donc, commençait à y avoir quelques tensions et on a commencé donc à regarder aussi dans ce groupe de travail de quoi étaient faits ces appels de cotisation et ce qu'ils recouvraient. Alors, je me souviens d'un exemple, donner un pour ne rien avoir, c'est évidemment, on a vraiment l'impression d'être roulé et de payer un impôt. Et si on donne 10 et que l'on reçoit beaucoup, on peut avoir l'impression qu'en effet, c'est très intéressant de donner 10. Donc ce n'est pas le 1 qui compte, ce n'est pas le 10 qui compte, c'est ce que l'on fait de l'argent ou ce que l'on peut faire de l'argent que l'on a donné, à qui il sert et comment il sert. Donc voilà les questions qui ont été posées autour de la table. Et très vite, le groupe s'est élargi parce qu'on s'est dit, mais ce n'est pas seulement une affaire d'URSSEC et de directeur diocésain, c'est l'affaire, si vous me permettez, de la Sainte Famille. Tout le monde doit être autour de la table. Évidemment, la FNOGEC, mais l'appel, mais aussi les représentants, les associations, les organisations professionnelles de chefs d'établissement, puis l'Union Saint-Pierre, et puis. Et donc, on a élargi le groupe et on a travaillé donc à un texte que vous aurez tout à l'heure. Hein, c'est ce document. Voilà.
Je sais pas, c'est Tout le tout monde à l'a eu, je l'heure. viens de le distribuer. Tout le monde l'a eu, donc vous l'avez eu. Voilà, c'est parfait. Et donc, ce document-là qui a été voté au CNEC de juillet 2018, que j'ai eu la chance donc de piloter. Alors, qu'est-ce qu'il pose comme chose, ce document, comme vérité? D'abord, que la solidarité, c'est premier et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Maintenant, une solidarité un peu trouble, qui ne veut pas dire qui ne soit pas, j'oserais dire, honnête, hein, mais qui est trouble, et ben, ça amène évidemment des inquiétudes et un questionnement qui n'est pas sain. Donc, on redit, premier, la solidarité, c'est une évidence dans notre fonctionnement, dans notre ADN, mais deux, elle doit être transparente, elle doit être expliquée et elle doit faire l'objet de consensus. Voilà ce qui se dit en premier. On parle aussi du constat. Pourquoi parler de solidarité immobilière? J'ai envie de dire, il suffit d'aller voir nos établissements peut-être les plus éloignés, peut-être les plus fragiles. Et donc, vous voyez, j'ai plus beaucoup de cheveux, donc maintenant, quand je fréquente les établissements scolaires, c'est plus au-delà de mon cadre professionnel, dans le cadre personnel, c'est plus pour aller rechercher mes petits-enfants que mes enfants. Et je vous avouerai que je suis toujours triste, même dans des établissements qui fonctionnent à peu près bien. Quand je vois l'immobilier, alors je suis désolé, hein, j'arrive pas à retirer ma casquette, mais quand je regarde l'immobilier, je me dis, mais bon sang, on a un problème vraiment d'entretien de bâtiments. Et j'ai bien aimé les mots du président tout à l'heure. C'est une urgence, c'est intéressant, c'est à prendre hier, c'est à prendre aujourd'hui et c'est à prendre demain. Il a dit que c'est une urgence, on va dire une urgence permanente. Donc l'immobilier, hyper important, l'immobilier à surveiller, mais vous savez que pour entretenir un immobilier, il faut des ressources. Et par définition, les établissements fragiles, les établissements faibles, ils peuvent compter que sur la solidarité ou sur un autre système qui est la mutualisation. Je m'appuie, je me regroupe, je m'adosse à un ensemble. Et voilà ce qui est dit à peu près dans une partie de ce document. Il faut à la fois une solidarité et une mutualisation. On redit très vite, et vous verrez ces 3-4 paragraphes, les instances de décision. Alors, avant des instances de décision, des instances de travail, de partage. Alors, on redonne le rôle du CODIEC. Je vous passe où je vous dis très vite un petit souci. Le CEAS avait disparu dans le statut de 2013. Alors, ce n'était pas une volonté de faire disparaître donc, ce CEAS, mais il n'était plus mentionné. Alors, on avait des canonistes qui disaient « Ah, mais attention, un texte des évêques qui n'a pas été abrogé, il s'applique toujours ». D'autres qui disaient « Oui, mais si c'était important, ça aurait été mentionné dans le texte de 2013 ». Donc, on avait un petit souci. Si vous ne savez pas tous ce que c'est que le CEAS, c'est le Conseil économique des affaires scolaires. Il peut avoir d'autres noms dans des diocèses. C'est un conseil canonique qui doit valider, en tout cas pour les établissements sous tutelle diocésaine, les projets d'importance qui sont engagés par des établissements. Dans les établissements sous tutelle congréganiste, il y a des conseils canoniques de ce type qui ne s'appellent pas forcément CEAS, mais qui ont un nom approchant et qui doivent valider cela. Et ça s'explique par le fait qui revient à l'histoire de l'enseignement catholique, qui est toujours l'histoire de la mission d'Église attachée à l'enseignement. Et que donc, si on engage dans un établissement qui n'en a pas les moyens, un projet immobilier qui risque de le mettre en faillite, en fait, on engage en quelque sorte la mission de l'Église. Et donc le CEAS, il a pour but de veiller à cela, qu'en fait l'établissement ne se met pas en risque. Donc il est important de continuer à le respecter. Pardon, je te redonne la parole. Donc on a interrogé les évêques en novembre dernier pour savoir quelle position prendre pour le CEAS. Et donc ça a été confirmé, oui, le CEAS existe bien, on a vocation à le maintenir.
Là où il n'y en a pas, on a plutôt une vocation à le créer, puisque c'est une belle instance d'instruction et qui aidera la décision par la suite. Et donc, voilà, ce CEAS, il est revenu, si je puis dire, dans le statut, dans la nouvelle réédition du statut. Hein. Donc, c'est clair et net, le CEAS est bien maintenu aujourd'hui. Pour vous dire aussi, les échanges dans le groupe, l'inquiétude, c'était, ah oui, mais alors on nous pond un texte, hein, ah, les Parisiens, ils savent faire ça, hein, des textes, et dans les territoires, ils ne nous comprennent pas, ils sont trop loin, Mais non, on s'est inquiété de savoir aussi ce qui se faisait actuellement dans les territoires, ce qui avait été engagé. Et vous verrez, il y a aussi un paragraphe sur ce qui a été décidé, ce qui a été pesé, pensé, ne peut pas être mis en cause par un texte qui débarque de Paris avec des gens déconnectés. Non, non. C'est un texte qui reprend une continuité de ce qui était engagé et qui permet évidemment la poursuite ou les plans pluriannuels qui avaient déjà été engagés par les directions diocésaines, hein, pour le développement de l'immobilier. On s'est dit qu'il ne peut pas y avoir d'instance d'attribution de fonds sans évaluation de ce qui est fait. Hein, et il y a même une obligation de réunir une commission, je pense, au bout de 3 ans, hein, pour bien évaluer le dispositif et savoir ce que l'on a fait de l'argent que l'on a collecté. Savoir s'il a été bien utilisé et même communiquer sur l'utilisation. Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. À chaque fois qu'on demande un effort financier et qu'on ne rend pas compte de ce que l'on a fait avec cet argent-là, eh bien, tout le monde est de bonne volonté, tout le monde est de bonne foi. On a une utilisation frugale des ressources. Ça n'empêche que quand on ne communique pas, on peut mettre un doute et on peut mettre la notion d'impôt, vous savez, qui nous tombe dessus et auquel on ne peut pas échapper, qui ne sert à rien. Donc, toujours dire pourquoi on a utilisé 1 euro. Puis enfin, bah oui, hein, parfois, même si la Sainte Famille est réunie, même si elle a pris des décisions, même si elle est heureuse de travailler ensemble à une même œuvre, de temps en temps, il y a un peu de discorde. Et donc, il y a évidemment dans le 11e chapitre le règlement des litiges. Hein, et on peut solliciter une commission ad hoc. Voilà, vite fait pour... Oui, moi vraiment, je voudrais insister parce que la solidarité, vraiment, on a toujours envie de dire, il y en a marre, ça coûte cher. C'est aussi notre image, tu l'as très bien dit, pour l'image de l'établissement dans lequel on arrive quand on voit vraiment des toilettes qui seront très vétustes, par exemple, et qui donnent une image... si on était très cynique au plan immobilier ou au plan économique, quand on est la FNOGEC, on se dit ce serait beaucoup plus facile de gérer un enseignement catholique qui aurait 1000 établissements avec tous 2000 élèves. On aurait 2 millions d'élèves. Comme ça, on aurait 1000 unités économiques. On les connaîtrait tous. Mais ce ne serait pas l'enseignement catholique. Ce qui fait l'enseignement catholique, c'est sa présence, c'est la diversité de ses projets éducatifs, c'est la diversité de ses établissements, c'est son maillage territorial. C'est cela qui nous oblige et qui oblige Pascal Balmand, dans le cadre de la responsabilité au partage, à réfléchir à la prospective. Et c'est cela qui nous oblige à mettre en place une solidarité. Et pour moi, la solidarité, il faut la distinguer de la charité et de la mutualisation. Tu en as très bien parlé. On mutualise quand on met en commun des moyens pour un meilleur résultat. L'ADAP de patrimoine peut être un très bon exemple de mutualisation. On a mutualisé des établissements pour avoir un seul ADAP. En revanche, la charité, c'est si vraiment sans aucun, si je n'attends rien en retour, mais qu'un gros établissement donne, entre guillemets, à fond perdu à une petite école des fonds. Ça, c'est pas de la solidarité. La solidarité, pour moi, c'est quand volontairement, je m'engage c'est ce qu'on demande, dans une démarche d'aide financière, parce que l'image de l'ensemble s'en trouvera améliorée. Parce que ce qui fait la richesse de l'enseignement catholique, c'est d'assumer d'avoir des établissements élitistes de centre-ville
qui sont souvent caricaturés par la presse, et d'avoir aussi des collèges dans des zones urbaines avec des gens, des classes moyennes et des gens normaux, d'avoir aussi des toutes petites écoles rurales. C'est ça notre richesse, et c'est ça qui nous oblige quelque part à mettre en place des mécanismes de solidarité. Il faudra juste rappeler à certains diocèses de faire peut-être un peu preuve d'éthique. Certains diocèses demandent une solidarité à tous les établissements, y compris congréganistes, mais disent que les établissements congréganistes n'auront pas droit au produit de cette solidarité. Alors, il faudra quand même dire à certains directeurs diocésains de changer de registre. Merci. Merci Yannick. Désolé, mais c'est une réalité. Ouais, tu penses bien que ça a été une remarque judicieuse, hein, et pas assassine de l'URSSEC dans le groupe de travail, en disant non, mais c'est pas pensable une affaire comme ça. Dire à quelqu'un on vous oblige à cotiser, mais vous ne pourrez pas déposer de projet, vous ne serez pas éligible aux sommes que vous aurez. Non, c'est impensable. Hein, impensable. Donc, évidemment, la solidarité, elle sert à tout le monde. Elle sert à tout projet. Alors, elle ne sert pas, et c'est le principe de la solidarité, on ne peut pas rendre exactement à l'un ce qu'il a donné. C'est pas ça le principe. Mais c'est évidemment ne pas exclure celui qui a donné sous prétexte que, par exemple, c'est une congrégation. Donc, Yannick, surtout publiquement, ne dis rien. Surtout. Mais tu me rappelleras si c'est encore le cas dans certains territoires diocésains, parce que c'est pas acceptable. On est d'accord. D'autres questions? S'il n'y a plus de questions, je voudrais profiter d'avoir le micro pour faire quelques tout petits rebondissements. Tu as quelque chose à vendre sur le Bon Coin, non? Ah, pardon. Non, juste, je voudrais redire des petites choses qui ont résonné à mon oreille ce matin. D'abord, ça fait souvent peur, hein, l'immobilier, parce qu'on vous présente des obligations, et on se dit, mais j'y arriverai jamais. Je redis vraiment qu'on est à votre disposition pour vous accompagner. Hein. N'hésitez pas à remonter par vos UDOGEC, vos UROGEC, les référents immobiliers et la FNOGEC. Et c'est vraiment dans cette idée-là qu'on a Isidore et qu'on a l'outil EasyBati. On a aussi parlé, mais on en reparlera cet après-midi avec Jacques Dautet sur les repères financiers, qui dit engagement de travaux, engagement de PPI, dit qu'il faut savoir dans quoi on s'engage. Et là, je fais un lien dans Isidore avec une autre application qui est très importante, qui est même institutionnellement obligatoire et qui s'appelle Indice ou Easy Gestion, qui vous permet d'avoir des ratios de visibilité économique, des ratios de contrôle de gestion. Pour vous donner de la visibilité, c'est vraiment fondamental et important. Et là aussi, il y a un groupe qui travaille à sa rénovation et ça va être rénové. Un autre point d'attention qui a sauté à mon oreille à propos des ERP, donc on est bien par localisation, hein, l'ERP. Soyez vigilants dans les diocèses quand vous êtes dans des petits établissements qui sont à la limite du seuil ou à la limite des seuils de 200 personnes par exemple. On peut avoir tout à coup, vous êtes à 190 personnes avec les personnels enseignants, Sophie le disait, vous accueillez 10 élèves de plus l'année d'après, vous dépassez le seuil, vous changez de catégorie de RP, la commission de sécurité peut vous sommer de fermer. Vraiment, soyez dans vos rôles de vigilance immobilière très attentifs aux établissements qui sont en limite de seuil. Voilà, excusez-moi, c'était les petits points qui avaient résonné sur lesquels je voulais profiter du fait d'être là. Donc, merci.